On n'a pas besoin d'avoir une page Facebook d'un groupe industriel qui intéresse qu'une petite niche de personnes. Ce qu'on peut faire, c'est réutiliser la publicité Facebook pour engager ces personnes et avoir des leads. Donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Que le soir ou le week-end, ils enlèvent leur petite casquette de chef d'entreprise, d'ingénieur ou je ne sais quoi pour passer totalement à autre chose. C'est un peu dommage parce que finalement, c'est ce moment-là où ils consacrent une partie de leur attention qu'on paye si cher avec la publicité en ligne pour s'intéresser aux messages qu'on leur passe. La bonne approche aujourd'hui qui est recommandée par Facebook, c'est de faire tout l'inverse. C'est-à-dire de ne cibler rien du tout. C'est de faire un ciblage qu'on appelle large. Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou encore la transition énergétique. Dans ce 14e épisode, je reçois Gaëtan Hamel, el professeur de la pub en ligne, car Gaëtan est un freelance de choc pour accélérer vos ventes e-commerce de manière méthodique sur Facebook, Instagram, Snap ou TikTok. Avec Gaëtan, nous avons décortiqué les mécaniques de Facebook Ads pour vous livrer un épisode hyper qualitatif et vous donner des tuyaux incontournables pour percer sur cette plateforme. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage toujours à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, à le partager sur les réseaux sociaux en le taguant et à laisser votre avis en commentaire. Je lirai une sélection de vos avis à chaque début d'épisode, bien entendu. Pour rejoindre le club privé et recevoir 2 fois par mois la newsletter, je t'invite à t'inscrire sur club.systemsales.fr. Les membres du club reçoivent les emails privés en exclusivité et ont la possibilité de poser leurs questions aux invités du podcast. Allez, je vous laisse en compagnie de Gaëtan, el professeur des ads, dans ce nouvel épisode de System Sales. Bonjour Gaëtan. Salut Mathieu. Gaëtan, on s'est rencontrés sur LinkedIn. J'avais été attiré par ta photo de profil et ta bannière. T'es le spécialiste des ads, Facebook, Insta, Snapchat. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs? Ouais, merci de m'avoir invité au podcast et que ma bannière et ma photo de profil aient retenu ton attention. Donc en effet, je me présente comme freelance social ads sur LinkedIn. Donc en fait, je gère de la publicité en ligne sur Facebook, Instagram et plus récemment Snapchat et TikTok pour mes clients. Donc c'est quelque chose que je fais à plein temps en tant que freelance. Et que auparavant je faisais à côté de mon taf d'ingénieur et que je pense que c'est une des raisons qui fait que tu t'intéressais à mon profil. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais ingénieur justement? Parce que je crois me rappeler en fait, j'étais rentré en contact avec toi parce que tu avais sûrement une expérience d'ingénieur commercial et tu étais dû apparaître dans mon Extract Sales Navigator et j'avais peut-être dû te contacter de manière peut-être un peu automatique, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu faisais avant de te spécialiser dans les ads justement? Ouais, exactement. En fait, j'ai été ingénieur commercial. Donc, à la base, j'ai fait une école d'ingé à Valenciennes qui s'appelait l'ENSIAM et qui aujourd'hui fait partie du groupe INSA. Ça m'a amené à travailler en Allemagne pour un centre de recherche à Stuttgart ou pour Audi à Ingolstadt au nord de Munich. Donc là, j'étais plutôt ingénieur axé méca fluide, R&D. Et en fait, en rentrant en France, ils ont retenu surtout le côté automobile, Audi sur mon profil. Et donc, du coup, on m'a proposé un premier poste d'ingé commercial automobile, puis un deuxième où c'était ingé commercial vers des composants industriels. Donc, j'ai vraiment un peu la double casquette ingé et commercial avant de me lancer en tant que freelance. Ok. Et qu'est-ce qui t'a décidé, c'est pas le sujet de l'épisode, mais j'avais envie de te poser la question quand même. Qu'est-ce qui t'a décidé de basculer dans l'entrepreneuriat, enfin on va dire dans le freelancing? Ouais, alors je pense que j'ai fait le choix de la carrière d'ingénieur peut-être un petit peu par défaut parce que j'ai choisi de faire des études longues. Je savais pas exactement quel parcours je voulais prendre.
Ingénieur, c'est quand même un bon choix, solide, etc. Et puis il y a plein de choses qui me plaisaient. Mais après être rentré dans le boulot, avoir fait quelques années, etc., je commençais à me rendre compte qu'il y avait d'autres choses qui m'intéressaient. La possibilité de pouvoir travailler à l'étranger, de m'installer un petit peu où je veux, quand je veux. Et qui dit être maître de son activité, forcément, ça tourne vers l'entrepreneuriat. En plus de ça, mes collègues trouvaient toujours que j'étais un peu le geek de la boîte. Donc, je suis très porté sur le côté web. J'ai lancé des petites boutiques en ligne. Donc, du coup, je me suis fait les dents sur le web marketing. Et comme je commençais à avoir de l'expérience et que ça intéressait des clients, j'ai décidé d'en faire mon activité de freelance. Et qu'est-ce que ça t'apporte, ton expérience d'ingénieur, justement, au quotidien, dans ta façon d'aborder justement la vente ou le marketing digital, justement? Ouais, alors la vente, le fait d'avoir été au contact de plein de clients différents et puis des acheteurs parfois assez rudes, etc. Franchement, j'ai été formé à bonne école. Et aujourd'hui, quand je fais des rendez-vous avec les clients, que je présente un petit peu mon activité, que j'essaie de comprendre leurs problématiques et tout, je me sens plutôt très à l'aise, ce qui n'était pas du tout le cas au début quand j'ai commencé mon activité d'ingé commercial. J'étais presque terrifié de décrocher le téléphone et à la fin, je décrochais le téléphone, je savais à peine pourquoi j'appelais le client. Donc, j'ai pris pas mal d'aisance. Ça aide beaucoup dans l'activité au niveau commercial, ce qui est important quand tu es indépendant. Et après, un ingénieur aussi, je pense que on lui apprend à savoir un petit peu s'adapter à différents types de situations, à avoir plusieurs cordes à son arc et en plus de ça, d'avoir un espèce de côté analytique. Bien Donc, sûr, ouais. pour ce qui est gestion des budgets, comprendre un petit peu ces chiffres, les analyser et mettre en place un plan d'action, tout ça, c'est des choses que je peux remobiliser de ma formation. Donc, c'est plutôt cool. Ok, super. Écoute, ça rejoint un petit peu, on va dire, les qualités de tous nos invités, ce que ça leur a apporté, etc. Donc, on continue. Youhou, on fait de la pub pour les ingénieurs. C'est super. On revient à ton activité principale, les ads sur Internet. Quel type de client tu as déjà? C'est quoi tes clients aujourd'hui? Les clients principaux que j'ai, c'est surtout des boutiques en ligne. Ok. Donc des personnes qui vont vendre des produits soit exclusivement sur Internet, soit qui ont aussi un côté boutique physique. Donc ça, c'est l'essentiel de mes clients. Et aussi, il y a des clients qui sont plus ce qu'on appelle des SaaS, donc Software as a Service, Mm-hmm. ou des coachs. Donc c'est des personnes qui vont plus chercher à générer ce qu'on appelle du leads, donc des clients plus B2B, plutôt que des clients dans le e-commerce, donc B2C. Et ça peut être intéressant, peut-être qu'on en parle, parce que si on parle d'ingénierie, on est plutôt dans du milieu B2B généralement. Et ça s'applique aussi aux ads. Ok, intéressant. C'est vrai qu'on connaît les ads pour les boutiques en ligne, etc. On connaît moins les ads pour le B2B un peu plus legacy, un peu plus ancien. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque? Qu'est-ce que tu en penses par rapport que justement au niveau du monde, dans le monde industriel ou dans le monde un peu plus en dehors des startups parisiennes? Ouais, c'est vrai que pour sortir d'un milieu industriel, on voit que c'est quand même un milieu qui est bien établi, avec des codes, etc., mais aussi qui avance parfois un petit peu plus lentement, avec moins d'agilité que des petites boîtes qui se lancent et qui sont sur Internet. Il y a beaucoup de boîtes qui sont à la traîne en matière de présence web, d'acquisition de trafic, ce genre de choses, et pour qui la publicité en ligne, c'est un autre monde et ça fait pas partie ni de leurs priorités, ni même des choses qu'ils forcément considèrent. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a du potentiel là-dessus, parce que avoir un site et parler d'industrie et ensuite recibler des visiteurs sur Facebook, c'est possible. On n'a pas besoin d'avoir une page Facebook d'un groupe industriel qui intéresse qu'une petite niche de personnes. Ce qu'on peut faire, c'est réutiliser la publicité Facebook pour engager ces personnes et avoir des leads. Donc, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Oui, parce que justement, on se dit, OK, industrie legacy, rien à voir avec le monde des réseaux sociaux, mais tes clients,
quand tu es industriel, tes clients, c'est avant tout des êtres humains. Et ces êtres humains, ils sont sur les réseaux sociaux que tu as mentionnés, hein, TikTok, Snapchat, Insta ou Facebook. Et donc, du coup, j'imagine que c'est une cible, c'est un lieu potentiel pour capturer ces personnes. Ou est-ce que dans la pub professionnelle B2B, on reste sur des canaux d'acquisition plus établis, je sais pas, LinkedIn ou... Ouais, bah justement, tu m'as fait une belle transition vers ce que j'allais parler de LinkedIn, parce que Ouais. après tout, quand on parle de réseaux sociaux et qu'on pense B2B plus professionnel, tout de suite on pense à LinkedIn, qui propose aussi des publicités. Mais en fait, Facebook, Instagram, Snapchat, Snapchat, TikTok ont des audiences plus jeunes, ont quand même une audience de personnes qui, dans leur vie, ils se baladent pour aller interagir avec leurs amis, liker leurs photos, etc. Et indépendamment de quel poste ils occupent du lundi au vendredi, le reste du temps, ils voient des publicités passer, et il y en a qui les intéressent, qui les intéressent pas. Et croire que le soir ou le week-end, ils enlèvent leur petite casquette de chef d'entreprise, d'ingénieur ou je ne sais quoi, pour passer totalement à autre chose, c'est un peu dommage parce que finalement, c'est ce moment-là où ils consacrent une partie de leur attention qu'on paye si cher avec la publicité en ligne pour s'intéresser aux messages qu'on leur passe. Donc c'est là justement que on peut aller avoir des touch points au-delà des canaux traditionnels auxquels tout le monde pense, l'email, le téléphone et peut-être le site web. Ok. Sur tous les réseaux sociaux qu'on vient de citer, c'est lequel qui a le plus de traction aujourd'hui, selon toi? Facebook. Hein. En fait, c'est pas pour rien que lorsqu'on parle de publicité en ligne, déjà on pense à Google Ads généralement, parce que voilà, historiquement, tout le monde connaît Google, a déjà vu de la publicité passer dans ses résultats de recherche, et Facebook aussi, parce que voilà, une partie énorme de la population utilise Facebook. Là, le groupe Facebook là qui s'appelle Meta aujourd'hui, qui compte à l'intérieur Instagram, Instagram vient de passer les 2 milliards d'utilisateurs mensuels, donc c'est absolument colossal. Du coup, ils ont une base de données tellement énorme sur les habitudes d'utilisation de la plateforme des gens, que ce soit sur Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, qui seront en mesure de savoir à quel moment montrer quelle publicité à telle personne, avec telle image, avec tel texte, pour aboutir à telle conversion, à tel prix. Et c'est ultra puissant. Et c'est pour ça que les gens ont recours à cette publicité, parce que on peut utiliser son argent de manière très intelligente et très performante. Et si moi ensuite je propose du Snapchat et du TikTok, c'est parce qu'en fait Facebook a tellement établi les bases de la publicité en ligne que des plateformes comme Snapchat et TikTok ont répliqué exactement la manière de faire des pubs pour avoir vraiment quelque chose de performant. Voilà, ils ont fait le standard industriel sur leur réseau social, quoi. On mentionne pas Twitter, c'est aussi une plateforme qui... Des plateformes, il y en a plein. Après, moi, je peux pas toutes les couvrir parce que oui, ça d'accord, demanderait ok. une expertise beaucoup trop large. Il y a Twitter, mais il y a Pinterest aussi. Là, je disais Google. Dans Google, il y a YouTube. En fait, des plateformes de Ah oui, il y a publicité, il y en a Pinterest beaucoup. aussi. Il y a LinkedIn aussi, hein, dont on parlait juste Mm. avant. Et elles ont chacune leur particularité. C'est des milieux qui évoluent très vite. Donc, c'est bien de connaître une ou deux peut-être. C'est déjà un bon et gros début. Ouais. Et de bien rentrer dedans, et pourquoi pas explorer après la suite. Mais il y a plein de... toutes les plateformes qui sont gratuites, où on dit si c'est gratuit, c'est vous le produit, elles sont financées généralement par la publicité en ligne. D'accord. Et on dit que TikTok, c'est un des réseaux qui a la plus forte traction en ce moment. C'est au niveau publicitaire aussi, tu te retrouves cette tendance ou pas? On en entend de plus en plus parler. Je vois sur LinkedIn, il y a un mouvement un petit peu de gens qui, comme moi, diversifient de Facebook Ads vers les new players qui pourraient être Snapchat, Pinterest, TikTok. TikTok, c'est pas anodin parce qu'on a vu le raz-de-marée là avec une adhésion où il y a
vraiment beaucoup de personnes qui téléchargent l'appli. En 2021, c'était l'appli la plus téléchargée aux États-Unis. C'est une appli qui est utilisée à peu près 1 heure par jour, je crois, par ses utilisateurs. C'est du contenu qu'on dit snack content. Donc, c'est des tout petits morceaux de contenu que les gens viennent consommer un petit peu partout, tout le temps. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, là où les personnes qui travaillent la journée continuent d'avoir leur casquette le soir, et ben tout au long de la journée, s'ils sont sur Facebook, ils voient de la publicité Facebook. S'ils vont sur TikTok, ils voient de la publicité TikTok. Et tout cet écosystème de publicité les amène vers le but qu'on a décidé avec la publicité en ligne. Donc, faut pas s'en priver, quoi. Il y a des poches d'audience qui sont intéressées par votre service et qui se trouvent un peu partout, quoi. Ok. On va recentrer la discussion sur la plateforme Meta. J'ai une première question. Je vais essayer de me mettre dans les chaussures du néophyte, et je suis néophyte. Quelle est la différence entre J'ai une page entreprise. Quelle est la différence entre un post boosté où je vais mettre, je sais pas, on me propose mettre 10 ou 20 euros et ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et une publicité vraiment ciblée où là, mon budget va être un budget journalier. Et en général, on va me demander 10, 20 ou 50 ou 100 euros, voire plus. Et ça va me coûter les yeux de la tête et ça va me demander de faire péter mon livret A pour faire une pub. C'est quoi la différence entre les deux? Tu sais, toi? Ouais, en fait, le boost, je dirais que c'est un peu le niveau 0 de la publicité. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que la publicité en ligne sur Facebook, elle est un petit peu technique. Elle fait un peu peur parce que la première fois qu'on se confronte à un business manager, c'est-à-dire l'endroit depuis lequel on gère les publicités, on découvre une plateforme avec des boutons, des chiffres partout, des menus, des campagnes, des audiences, des publicités, des URL et tout, et wow, ça fait un peu peur, quoi. Donc, c'est pas forcément facile de se jeter dans le bain. Et quand on n'a pas envie de faire ça et quand on sait même pas ce que c'est un business manager, on a une page et on s'aperçoit que on a, admettons, 1000 abonnés et il y en a que 100 ou 200 qui voient ce qu'on fait. Et vu que c'est très frustrant, qu'on a envie de faire grossir son activité, on voit ce joli bouton booster la publication sur lequel on clique et c'est très facile. On nous dit voilà, vous allez payer tant, vous allez diffuser votre message à beaucoup plus de personnes. Super, objectif rempli, je veux faire grossir ma page, je le fais. Ouais. Le problème, c'est que ça s'arrête là, en fait. Le trade-off, l'inconvénient de cette simplicité, c'est qu'on perd le contrôle un petit peu sur comment on dépense son argent. Donc, dans certains cas, ça va très bien marcher, tant mieux, mais ça va être difficile de savoir pourquoi ça marche ou de contrôler ce qu'on fait pour que ça marche. Et c'est pour ça que on a recours à la publicité Facebook vraiment, où tu vas choisir ton budget, qu'il soit journalier ou budget global, que tu vas choisir quel type d'objectif tu souhaites remplir. Est-ce que tu veux qu'il y ait des gens qui viennent sur ton site ou est-ce que tu veux qu'il y ait des gens qui achètent sur ton site? Est-ce que tu veux qu'il y ait des gens qui renseignent leur email, qui regardent une vidéo? Quel type de personnes tu veux cibler ou qu'est-ce que tu veux leur montrer? Tu peux tout paramétrer. Alors, c'est plus de travail, mais c'est beaucoup plus de possibilités et c'est ça que je fais, en fait. Ok, très clair. Et donc, tu fais une pub ciblée. Donc, l'objectif de cette pub ciblée, c'est de renvoyer vers un site, d'inciter la personne qui scrolle sur Facebook à s'arrêter, à dire « Oula, là, celle-là, elle me plaît, je vais cliquer dessus. » Donc, il y a 2 questions qui me viennent. La première, c'est OK, l'utilisateur a cliqué, mais derrière, il va atterrir sur une page, un site internet, un produit, etc. Toi, tu contrôles pas ça, en fait. Là, tu sais pas ce qu'après, derrière l'utilisateur, le tunnel de vente qu'il y a derrière, etc. Donc, est-ce que toi, Gaëtan, tu t'intéresses aussi à cette partie-là? Première question. Et la deuxième question, c'est justement quels sont tes critères à toi qui incitent l'utilisateur à arrêter son scrolling sur Facebook et à cliquer sur la pub. Voilà. Donc, première question, je me refocus. Est-ce que tu t'intéresses à ce qui se passe, toi, en tant que marketeur? Est-ce que tu t'intéresses à ce qui se passe derrière? C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est quoi un bon taux de clic sur une pub Facebook?
première question. Troisième question. Troisième, c'est quoi mon taux de clic? C'est-à-dire, j'ai une pub. C'est quoi si je me dis, cette pub a bien marché. Si on parle que de clics sur la pub. Ouais, alors je me suis noté les 3 questions. Si tu veux, je commence par la dernière. Là, c'est quoi un bon taux de clic? Ouais, t'inquiète pas. Moi, c'est mon boulot, Non, ça. mais J'essaie de. il y a On pas de recommence. souci. Un bon. Alors, en fait, le taux de clic, comme d'autres indicateurs, n'est qu'un indicateur. Et il faut savoir ce vers quoi on a envie d'optimiser. Généralement, vu que moi j'ai des clients dans l'e-commerce, je vais essayer d'optimiser pour la vente. Donc ça veut dire que je vais essayer d'avoir un maximum d'achats et que ces achats me rapportent un maximum d'argent et m'en coûtent le moins possible pour avoir un maximum de rentabilité dans ma publicité. Donc, pour moi, l'indicateur principal de la performance publicitaire, c'est le coût par achat. Ensuite, il y a des indicateurs comme ce qu'on appelle le ROAS, Return on Ad Spend. Donc, c'est un retour sur investissement publicitaire qui peut être intéressant à regarder. Il y a le panier moyen. Et parmi ceux-là, il y a aussi le taux de clic. Donc, c'est quoi un bon taux de clic? J'ai envie de te dire, c'est 100%, c'est-à-dire que ta publicité, elle est tellement pertinente que tout le monde clique dessus. Sauf que généralement, c'est pas ce qui va se passer. Pour une publicité moyenne, tu vas avoir du 1% à 3%, voilà. Mais au final, si tu regardes ton taux de clic, ça va te permettre de regarder si ta publicité est pertinente avec l'audience que tu cibles. D'accord. Si tu as un haut taux de clic, tant mieux, ça veut dire que ton offre est alléchante. Et les gens ensuite ils vont sur le site. Et ça m'amène à l'autre question que tu m'avais posée sur est-ce que je regarde ce qui se passe sur le site, la conversion, etc. Oui, je suis obligé parce que mon rôle c'est pas juste de lancer des publicités et de lever les mains comme ça et de faire ça me regarde plus, parce que derrière le client il a des besoins de résultats et que si la publicité on l'envoie sur le site mais que le site il convertit pas, ce que le client peut se dire aussi, c'est votre publicité elle est nulle, elle me coûte 1 000 €, elle me rapporte 0. J'ai pas envie de travailler avec vous. Sauf que moi, si je lui dis on va envoyer de la publicité vers cette page, il faudrait faire des petits changements pour s'assurer que le bouton ajouter au panier il fonctionne tout simplement, que le processus d'achat il est intéressant avec peut-être des upsells. Donc, tu achètes un produit et on te propose d'en ajouter un autre à moins 50% pour faire grossir le panier moyen. Donc, c'est pas le cœur de mon activité, mais je suis obligé de m'y intéresser parce que sinon, je pourrais pas produire de résultats à mes clients. Et voilà. Et ensuite, le dernier point, c'était quels sont les critères. Ouais, quels sont tes critères pour justement tes variables pour ajuster ta pub et faire en sorte que le client clique dessus, quoi. Ouais, le plus important, ça va être ce que la personne va rencontrer dans son fil d'actualité, enfin la publicité qu'elle va voir. Et donc ça va inclure essentiellement le visuel, que ce soit une image ou une vidéo. Ça va être la description qui va être au-dessus du texte, par exemple sur le fil d'actualité Facebook. Et ça va être toutes ces petites options en fait qu'on va pouvoir configurer pour montrer la publicité. Quel bouton on choisit? Est-ce que c'est le bouton en savoir plus ou le bouton acheter? Quelle est l'URL vers laquelle on redirige? Faut qu'elle soit bien en raccord avec le produit qu'on promeut. Qu'est-ce qu'on présente à la personne? Et ça ensuite, il y a des bonnes pratiques là-dessus. On peut s'inspirer de ce qui a été fait par des marques concurrentes, par exemple, parce que Facebook met à disposition de manière libre l'ensemble des publicités qui sont diffusées sur sa plateforme. Mm-hmm. Donc, on peut aller regarder ce que font les gens. S'ils diffusent une publicité depuis longtemps et qu'elle a l'air sympa, on peut s'en inspirer, se dire que elle tourne depuis longtemps, c'est qu'elle a dû faire ses preuves et essayer de bâtir quelque chose là-dessus. Maintenant, c'est pas garanti que parce qu'on fait un peu le copier-coller de ce que quelqu'un a fait, que ça va fonctionner. Et c'est là qu'en fait, c'est intéressant de garder la main sur la dépense de son budget, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'on va pouvoir mettre en place des tests. On va se dire, au début, je vais partir du postulat que j'ai une image avec un texte qui envoie vers une page produit et je pense que ça va marcher. Donc, je fais un test, je regarde, mon taux de clic dont on parlait tout à l'heure, là, il y a moins d'1 personne sur 100 qui clique. Sur ces 100 personnes, là, il y en a une qui va acheter. En tout, j'ai dépensé 50 €. Ça m'a rapporté 60. OK, pas mal.
Et ensuite, on continue comme ça. On va tester une image différente, puis un texte différent. On va changer un petit peu la couleur de l'un, changer un petit peu le texte de l'autre. Et à la fin, on va se retrouver plus à payer 50 € pour avoir un achat, mais payer 30. Et la personne ne va plus acheter 60 € sur le site, mais elle va acheter peut-être 120 €. Et donc, du coup, graduellement, comme ça, on augmente la performance. La performance augmente, on augmente un peu le budget. Et comme ça, on peut ce qu'on appelle scaler son activité, c'est-à-dire aller chercher toujours plus de clients qui se financent avec la pub. D'accord. Et je reviens, si tu as une audience, un des paramètres qui me paraît le plus critique à déterminer, c'est l'audience. C'est quoi ta méthodologie, toi, pour travailler sur ce paramètre-là, justement? Ouais, alors il y a encore quelques années, il fallait cibler au laser ou alors comme un sniper. Il y avait un petit peu toutes les expressions à ce sujet parce que Facebook proposait et propose encore un ciblage qu'on appelle par intérêt. Donc c'est-à-dire que on pouvait bâtir un avatar client. Se dire bon bah moi je vends des accessoires pour chiens. Ouais. Bah, du coup dans mon audience je vais aller cibler des femmes qui ont entre 25 et 35 ans, qui s'intéressent à Royal Canin et qui s'intéressent à Yorkshire. Je vais leur présenter des publicités qui renvoient vers ma boutique de croquettes pour chiens. Tu vois. D'accord. Et tu pouvais comme ça mettre vraiment beaucoup de critères et puis les recouper. Là, tu connais le diagramme de Venn où tu rencontres deux audiences et tu prends celle qui est au croisement. Bah, tu pouvais faire ça jusqu'à avoir des audiences tellement petites que tu savais presque tout sur elles, quoi. Genre, je sais que vous aimez les Yorkshire, mais que vous aimez aussi la couleur rouge, etc., etc. Bon, ça c'était la manière de faire avant, où on surdéfinissait son audience pour vraiment cibler au laser. La bonne approche aujourd'hui qui est recommandée par Facebook, c'est de faire tout l'inverse, c'est-à-dire de ne cibler rien du tout. C'est de faire un ciblage qu'on appelle large. Donc, quel est l'âge de la cible? Bah, on va dire de 18 à 65 ans. Sexe, hommes et femmes. Intérêt, aucune cible. Et le seul déterminant qu'on va faire, ça va être le lieu. Donc, est-ce que ça va être en France, en Belgique, au Canada, au Brésil? Et en fait, c'est Facebook qui tout seul va aller déterminer quelle est la personne qui sera la plus à même d'interagir avec la publicité, parce que Facebook, c'est cette grosse machine qui connaît trop ses utilisateurs, et parce que c'est là toute l'importance de faire une belle publicité, le scroll stopper dont on parlait tout à l'heure. C'est que si ta publicité elle est bien pertinente, elle parle bien à l'audience, elle retranscrit bien l'offre, bah, tout seul, Facebook va être en mesure d'aller chercher les bonnes personnes pour la présenter. Attends, du coup, je lance une pub, je mets l'âge, le sexe, etc. Là, Facebook me dit nombre d'utilisateurs de votre audience, 2 millions ou 3 millions ou 30 millions. Toi, tu laisses ça comme ça et tu laisses Facebook... parce que là, si tu lances ça à 30 millions, il te faut combien de jours pour que ta pub elle devienne pertinente? Enfin, c'est ça le... Ouais. Alors, c'est vrai que ça paraît contre-intuitif. On se dit, mais du coup, Oui, je perds totalement le contrôle sur mon ciblage, sur ma publicité. Mais en fait, c'est là que l'importance se passe beaucoup plus sur le travail créatif, où on va faire en sorte de trouver le bon message marketing. Et puis Facebook, au début, va être dans une phase d'apprentissage. Donc, il a un océan d'audience. Il va aller présenter à une personne, 2 personnes, 3 personnes, ça réagit pas. Hop, une personne réagit, d'accord, je commence à identifier un bout de l'avatar. 2 personnes, 3 personnes réagissent. Et en fait, c'est le côté algorithmique de Facebook qui fait le travail et qui va être en mesure d'aller chercher les personnes. Maintenant, ça n'empêche pas que tu peux toujours cibler un peu. Tu peux faire des audiences à la main et les tester. Des audiences larges versus des audiences par intérêt, comme on disait tout à l'heure. Des fois, les audiences par intérêt vont mieux marcher, mais en tout cas, aujourd'hui, la bonne pratique, c'est de toujours essayer de tester en ciblage large. J'espère que c'est pas trop technique. Non. Ah bah non, mais moi je comprends. Après, si les autres comprennent pas, ils coupent l'épisode, ils vont faire autre chose. Les gars, ici on parle technique, on est podcast d'ingénieur. Attention. Non, dans ce que tu dis, ce qui est important, du coup, j'imagine, c'est de bien définir l'objectif de la campagne, parce que si tu mets trafic,
cliquent. Ouais. Et que les gars cliquent parce que tu as mis un visuel de femme bien habillée avec une grosse poitrine. Les gens vont cliquer. Mhm. Donc, Facebook va se dire, c'est cette audience-là. Et au fur et à mesure, ton Mhm. taux de clic va s'améliorer. Mais en fait, toi, c'est pas ce que tu voulais. Tu voulais un taux de transformation. Tu voulais un prospect qui cliquait sur ta page de vente, sur un bouton. Donc là, tu définis ton pixel qui dit, moi, il a cliqué là, il a renseigné son email. C'est ça ma conversion. Donc, si tu lui définis pas le bon objectif, Facebook, lui, il se plante. Enfin, l'algo, il va se planter, quoi, du coup, j'imagine. Euh, ouais, c'est très pertinent. Alors, tu as parlé de pixels, peut-être je fais un retour rapidement sur ce que c'est. Donc, quand on a une boutique en ligne ou un site web, hein, WordPress ou autre, on peut installer un tout petit bout de code sur le site qu'on appelle un pixel. Et ce pixel, en fait, va permettre de faire le lien entre la plateforme Facebook et le site web. Donc, tout ce qui se passe sur Facebook, Facebook le sait. Mais dès qu'ils sortent de la plateforme, ça leur appartient plus, donc ils savent pas ce que font les gens. Donc comment ils peuvent savoir si les gens vont acheter et comment faire en sorte d'aller trouver les acheteurs, sachant qu'ils savent même pas s'ils achètent ou pas. Donc ce petit pixel permet de le faire et de recibler les personnes, de savoir un petit peu de mesurer leur parcours sur la boutique en ligne. Donc l'erreur que font certaines personnes avec la publicité en ligne, c'est qu'au début, ils se disent moi ce que je veux c'est du trafic, je veux emmener un max de personnes sur mon site au moindre coût et comme ça forcément ça va convertir et du coup la bonne option c'est de faire trafic. Sauf que la machine est plus fort que nous. Ils connaissent trop d'informations sur leurs utilisateurs et lorsque on choisit l'objectif trafic, Facebook est très fort pour t'envoyer du trafic. Et tu auras plein de personnes qui vont cliquer, aller sur ton site, et ça s'arrête là. Et Facebook s'engage à ça et contrat rempli. Par contre, si tu veux faire de la vente, si tu veux faire des inscriptions à ta newsletter, si tu veux avoir un objectif en particulier, tu installes un pixel et tu fais en sorte que ton trafic soit optimisé pour l'événement de conversion que tu as choisi. Et c'est là qu'en effet, c'est très important de bien paramétrer, ce que tu peux pas faire avec le bouton Boost. Ok, tu vois, c'est super clair. Et quel est l'intérêt de... Donc, on a dit, ok, pas avoir peur, c'est même contre-intuitif de partir sur une audience plutôt large. Mais quel est l'intérêt des audiences lookalike? Les audiences, alors en français, qui ressemblent à une audience que tu as déjà acquise par ta base CRM ou opt-in. Donc voilà, toi, c'est quoi la différence entre lookalike et une audience complètement libérée? Ouais, alors, du coup, pareil, une audience lookalike, qu'est-ce que c'est? On a la possibilité de faire ce qu'on appelle des audiences similaires en français. Donc, sur la base, par exemple, du trafic sur le site web qui a été capté par le pixel, ou sur la base de personnes qui aiment la page Facebook, ou sur la base de personnes qui ont regardé une vidéo qu'on a diffusée sur Facebook. En fait, à partir du moment où on a une audience de personnes identifiées qui ont fait une action en particulier, on peut dire à Facebook, tu prends cette base de personnes, même ça peut être des emails, tu prends cette base de personnes que j'ai identifiées et tu essaies de faire leur avatar. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, c'est quoi la personne qui ressemble le plus à toutes ces personnes, et tu vas rechercher dans la population d'un pays concerné les personnes qui lui ressemblent le plus. Est-ce que c'est les 1% de la population qui lui ressemble le plus ou jusqu'à les 10% des personnes qui lui ressemblent le plus? Donc ça permet en fait d'indiquer à Facebook d'aller dans une direction et d'aller chercher des poches de prospects inexploités. Donc en publicité Facebook, il y a plusieurs manières de cibler finalement. Il y a le ciblage large dont on a parlé, qui est de plus en plus mis en avant par Facebook. Il y a les audiences similaires, où là, on contrôle un petit peu, mais quand même, on laisse la place à Facebook d'aller chercher des audiences larges autour d'une thématique. Il y a les ciblages par intérêt, où on essaie de faire son avatar soi-même à la main. Et il y a aussi donc ce qu'on appelle les audiences personnalisées. Et donc ça, c'est une audience par rapport au pixel, par exemple, où on va dire moi je voudrais créer une audience de toutes les personnes qui ont acheté sur mon site web,
ou une audience de toutes les personnes qui ont ajouté au panier sur mon site web. Et ça, c'est des audiences qui sont super intéressantes pour créer un tunnel de conversion, parce qu'on va avoir au début des audiences larges où on connaît pas les visiteurs, et ensuite des audiences personnalisées où on va dire bon bah ces personnes-là, elles ont ajouté au panier mais pas acheté. Je pense qu'elles sont intéressées par mes produits, je vais leur diffuser une deuxième pub. Et là, ça permet en fait de récupérer des conversions à bas coût et voilà, de montrer un petit peu des messages différents de sa publicité à l'audience. Ok, bah écoute, c'est carrément intéressant. Ouais, là, tu viens de nous faire un cours magistral. J'espère que tout le monde réalise de la pertinence de l'interview. Et du coup, partons sur un cas concret. Tu vois, pour qu'on soit hyper quali pour les auditeurs. Je lance un podcast, d'accord, qui interviewe les ingénieurs, par exemple. Et je veux générer du trafic vers ma page Ocha, ou je veux augmenter mon nombre d'écoutes. Quelle serait, toi, ta méthodo high level pour justement augmenter la visibilité du podcast? Ouais. Alors pour ça, je peux te donner deux exemples de webmarketeurs français dans la publicité Facebook. Il y en a un qui s'appelle Joseph Dogno, qui a un podcast qui s'appelle No Pay No Play, et il a un blog aussi sur lequel il a installé un pixel Facebook. Et donc lui, il a une stratégie, par exemple, c'est de diffuser des morceaux de son podcast sur Facebook. Donc, il y a des gens qui vont écouter depuis Facebook des morceaux du podcast, qui vont s'y intéresser. Et ces personnes-là, bon, bah, ils rentrent dans une audience personnalisée et vont être reciblées ensuite. Donc, il estime que ces personnes qui ont regardé un certain morceau de cette vidéo podcast bah, montrent de l'intérêt pour ce qu'il fait. Et donc, du coup, il va les recibler pendant quelques jours avec un guide gratuit de la publicité Facebook. Donc, ces personnes-là vont aller vers une page d'opt-in et rentrer dans une newsletter. Et une autre personne qui fait ça, c'est Danilo Duchesne. Et Danilo Duchesne, lui, il fait aussi un peu quelque chose de similaire, où finalement, il va aller promouvoir des guides gratuits, un peu comme fait Joseph, quoi, pour aller choper l'email de la personne et ensuite le rentrer dans une newsletter. Donc toi, si tu veux promouvoir ton podcast, tu peux par exemple faire la première option ou te dire que au lieu de faire une campagne, tu vois, de conversion qui va te coûter assez cher, etc., plutôt aller diffuser peut-être des extraits de ton podcast à une audience qui va regarder un bout de la vidéo. Ça va pas te coûter trop cher la vue, donc tu vas pouvoir avoir un panel et ensuite recibler ces personnes. Après, si sur ton site web tu commences à recueillir du trafic aussi, tu peux faire ça. Tu peux faire une audience personnalisée sur les personnes qui ont visité un article de blog. Et ces personnes-là, tu les recibles en disant bon bah vous êtes intéressé par l'ingénierie. Voici mon template, comment faire une bonne présentation commerciale à télécharger ici. Il rentre, il te donne ton email et puis il rentre dans ton système de vente. Ok, super. Et du coup, pour ça, tu crées différents pixels ou tu utilises le même pixel sur différentes pages? Ou tu crées différents pixels pour des intentions bien différentes? Alors, le pixel, tu pourras l'installer sur un site web qui t'appartient ou qui te propose peut-être une intégration, mais on va dire que c'est plus rare. Donc, en gros, si tu as ton site web, tu installes ton pixel et ensuite, tu peux faire tes audiences personnalisées. Sinon, D'accord. tu peux faire une stratégie 100% sur Facebook où tu diffuses une vidéo sur Facebook. Donc, du coup, tu sais mesurer les personnes qui la regardent, combien de temps, etc. Et tu recibles ces personnes sur la base d'une audience personnalisée de la vidéo et tu les fais rentrer dans un formulaire sur Facebook parce que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi et qui est très puissant. Donc, plutôt que d'envoyer vers une page d'opt-in avec des pop-up, etc., comme on peut les connaître, on peut aussi avoir des formulaires directement dans Facebook où l'adresse email est pré-remplie, etc. Donc, il y a très peu de friction et on peut assez facilement en fait récupérer les emails des personnes en leur proposant derrière de recevoir automatiquement un guide de la même manière qu'on le disait tout à l'heure. Ok. Waouh, ok. Bon, super. Bah non, mais c'est clair. Est-ce que je regarde mes notes?
Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, on va dire, au high level, hein, pour ceux qui se lancent sur la pub Facebook pour économiser leur argent et pas trop. Je pense qu'au début, tu perds de l'argent, c'est sûr. Je pense qu'il faut être prêt à perdre un peu d'argent, non? Sauf si tu t'adresses à un professionnel, évidemment. Mais je pense que quand tu commences, il faut être prêt à perdre un peu d'argent, non? Pour essuyer les plâtres. En fait, la publicité en ligne, au début, c'est vrai que il va y avoir une perte généralement. Alors, on va pas forcément tout de suite être rentable. Parfois, ça arrive, mais dans tous les cas, au début, la publicité, surtout sur des audiences larges, comme on disait, va connaître une phase d'apprentissage où les résultats vont pas être lisses et optimaux. Et donc, du coup, on va dépenser plus d'argent pour obtenir des résultats. Qui plus est, sur des sites web où il n'y a pas de trafic qu'on dit organique, donc sans publicité, parce que s'il y a des gens qui viennent déjà sur le site d'autres sources qui sont qualifiées, ils rentrent dans le pixel et Facebook commence à se dire « Ah ouais, d'accord, je vois à peu près à quoi ressemblent ces gens-là ». Et donc, du coup, ça permet de tout de suite un petit peu mieux cerner son audience. Si c'est pas le cas, faudra dépenser de l'argent au début, un petit peu, pour aller voir combien ça coûte une conversion, quels sont les taux de clic, est-ce que l'offre elle marche avec l'audience, etc. Et faire les ajustements nécessaires. Et donc c'est vrai qu'au début, il y a un peu cette phase de découverte, de mise en place, où on peut perdre de l'argent, on peut être break-even, on peut être rentable, mais généralement c'est pas la phase la plus rentable ou la plus productive qui vient après, lorsqu'on a fait des itérations, lorsqu'on a testé des formats publicitaires, des messages, pourquoi pas des audiences. Et à partir de là, lorsqu'on a vraiment commencé à trouver une sauce qui marche, c'est que de la data et on continue de s'améliorer, on monte les budgets et c'est là que ça fait un peu effet boule de neige et on peut vraiment profiter de tout l'effet de levier de la publicité en ligne. D'accord. Ok. Bon, j'ai une question qui me brûle les lèvres, Ouais. Gaëtan. Tu me vois venir. Combien ça coûte de faire appel à un consultant freelance Alors, je connais pas les grilles tarifaires de tout le monde, et puis il y a différentes manières de fonctionner. Il y a selon ce qu'on demande. Ça peut être une mise en place j'ai pas de compte publicitaire, j'ai pas un gros budget à dépenser. Est-ce que toi, Gaëtan, tu peux venir m'aider? Là, ce qui serait intéressant de faire, c'est que j'accompagne la personne dans la mise en place des premières publicités, qu'elle comprenne un petit peu le business manager, que je lui explique ce que c'est une campagne, une audience, une publicité, pourquoi je fais ça. Et après ça, ça se facture au forfait. Voilà, Ok. C'est un budget à définir selon les heures Selon le besoin. là-dessus. Je fais un peu une réponse de Normand, mais c'est comme ça. Et ensuite, il y a la gestion plus mensuelle. Donc la publicité en ligne, ça s'optimise et l'optimisation, ça se fait pas d'un claquement de doigts en une semaine. Il faut récupérer de la data, l'analyser, faire des changements, voir dans quelle direction ça va. Et ça, du coup, il y a différentes manières de fonctionner. Il peut y avoir, comme moi je propose, c'est-à-dire un forfait de base pour la gestion mensuelle et ensuite indexer. Plus on dépense, plus derrière je vais demander à être compensé parce que qui dit plus de dépenses dit aussi plus des gestions à faire, des créas à tester plus souvent. Ouais. Et il y a des personnes qui n'ont pas ce forfait de base et qui ne se payent qu'à la performance. C'est-à-dire que s'ils font pas de vente, ils sont pas payés. S'ils font beaucoup de ventes, ils sont beaucoup payés. D'accord. La difficulté de ce truc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Faut s'assurer que le site convertit bien, parce que si le site convertit pas Oui. et qu'on fait les meilleures pubs du monde, on va travailler à l'œil. Tant mieux pour le client. Et puis aussi, il y a des problématiques très techniques. Je veux pas forcément rentrer dedans parce que je suis déjà assez technique depuis tout à l'heure. Où en fait, avec Apple, des mises à jour, etc., ça devient très difficile de savoir parfois si la publicité est performante, fait des ventes, etc. Parfois, on perd cette information. Oui. Et donc, du coup, se payer à la performance, quand on peut pas lire la performance, c'est difficile. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Si tu veux que ce soit plus précis, pour l'instant, j'ai donné un cadre général. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est spécialiste des ads? Je pense qu'on gagne mieux sa vie quand on est bien spécialisé.
plutôt que d'être un couteau suisse qui fait tout, même si je fais Facebook, Snapchat, TikTok. Oui, on peut bien gagner sa vie si on a plusieurs clients, si on sait un peu s'organiser et aussi s'entourer des bonnes personnes. Je parle en tant qu'indépendant. Moi, je gère la partie media buying, donc je fais la mise en place des campagnes, des publicités, j'aide au copywriting, j'interviens un petit peu sur la conversion et tout. Mais pour ce qui est de la créa, qui est quand même centrale dedans, soit c'est le client qui peut m'en apporter, soit sinon, je travaille avec des gens qui sont spécialisés dans la création d'images, de vidéos, etc., pour qu'il y ait vraiment un beau rendu, quoi. Ah oui, d'accord. Il y a tout un écosystème. Il y a tout un écosystème autour. Du coup, t'as mentionné le copywriting, t'as mentionné là les gens spécialisés dans les visuels. Toi, dans l'analytics un petit peu. Ouais, on va dire ça, ouais. Ouais. Ok. Bah écoute, super. Gaëtan. Ouais, en fait, il y a un petit peu tous les corps de métier. Il y a des gens qui font des tunnels de vente. Il y a des gens qui font du copywriting, des gens qui font de l'emailing, de la publicité en ligne, etc. Donc, tout ce qui fait amener des gens vers un site, interagir avec le site, et puis ensuite rester un client fidèle. Donc, tout ce qui est la vente en ligne, en fait. Ok. Dernière question, je la pose à tous les invités. Qu'est-ce qui te fait encore lever le matin et qui te donne envie d'attaquer ta journée de travail? La publicité en ligne, c'est un milieu qui est tout le temps en train de bouger. C'est un truc qu'on entend souvent dans le milieu du boulot. Ouais, tu verras, chaque matin est différent d'un autre. Bon, là, en l'occurrence, c'est vrai parce que ça change tout le temps. Facebook devient méta, TikTok propose des ads, et puis maintenant, les gens se mettent à Pinterest, donc ça change tout le temps. Et en plus de ça, je le fais en tant qu'indépendant. Donc, je commence à arriver un petit peu à ce que je voulais faire, c'est-à-dire gérer mon temps comme je le veux, gérer un petit peu mon activité, aller chercher mes clients, mener ma barque. Et ça, je trouve ça top. Et je suis super content de cette situation. Ça me fait me lever le matin. Je suis au top. Ok, bah nous, ça nous a fait super plaisir je dis nous au nom de mes millions d'auditeurs, comme j'aime le rappeler tous les jours. À vous, mes millions d'auditeurs, comme j'aime le rappeler tous les jours. Merci beaucoup, Gaëtan. Ça nous a fait plaisir de t'avoir avec nous. Je pense qu'on pouvait pas faire plus didactique aujourd'hui sur les Facebook Ads. Donc, bravo à toi. Je te souhaite bonne continuation. Salut, Gaëtan. Merci beaucoup, Mathieu. Salut. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de le noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et de me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me contacter par email à contact@systemsales.fr. À bientôt.